bien vous allez passer un bon moment. On est dans un esprit un peu Walking Dead, vous savez, les morts-vivants, aujourd'hui les morts-vivants sont revenus beaucoup à la mode, et là ils le traitent d'une façon complètement dérisoire. En fait, tout va mal encore une fois dans la société, et les jeunes en ont ras-le-bol, les jeunes se révoltent et prennent le pouvoir. Mais donc on va tomber dans un côté complètement absurde, puisqu'ils prennent le pouvoir au détriment des vieux, et ils font chier, il n'y a pas d'autre terme, les vieux, au point que ceux-ci eh bien, veulent aussi se révolter, et nous sommes dans une opposition pure et dure entre les jeunes et les vieux. Et donc ça nous amène à des situations complètement invraisemblables. On est dans des ghettos complètement pourris, les villes sont en complète décrépitude, et là on se retrouve dans le début du récit où justement eh bien, un groupe d'anciens sont complètement aux abois, cachés, et la réflexion du début est assez remarquable. Je me présente, je m'appelle Dédé, j'ai 67 ans, j'appartiens à la section Audrey Hepburn des quartiers sud. Voici maintenant 4 ans que nous tentons de survivre dans le sous-sol humide de la bibliothèque de la ville. Ben oui, c'est le seul endroit dans lequel les jeunes ne viennent jamais. Donc, le problème, c'est la nourriture. Il faut bien se déplacer pour manger. Et évidemment, on nous attend au coin du bois, les jeunes sont là et viennent essayer de nous trucider. Donc, il y a des moments plus adéquats pour pouvoir aller faire ses courses. Et le seul moment de la journée au cours duquel on se risque à sortir, c'est le matin, entre 7h et midi. À cette heure-ci, on est presque sûr de ne jamais croiser ces jeunes. Bon, de toute manière, les premiers d'entre eux ne se lèvent jamais avant vraiment 13h. Et voilà, ça démarre comme ça, c'est croustillant, c'est drôle, ça fait du bien, et ça se termine. Et c'est Victoire chez Fluide Glacial. Voilà, c'est que le début, mais la suite c'est du même topo. Et franchement, quel que soit dans le camp dans lequel on se place, je pense que ça vaut le déplacement. Alors le deuxième, mesdames, voilà, ne m'en voulez pas trop, parce qu'à chaque fois je me mets remettre à ma place lorsque je parle de cet album, parce qu'il paraît que c'est peut-être pas les mecs qui en parlent le mieux, ça je peux certainement être d'accord. Florence Sestac, c'est une dame qui vient d'avoir 60 ans, c'est une des premières dessinatrices de bande dessinée à avoir compté aussi dans ce milieu très machiste. Elle n'était pas pléthore dans les années 60-70 à dessiner, à faire de la bande dessinée, avec Goessinger, avec quelques-unes, Bretéché. Et bien Florence Sestac faisait partie de ce petit noyau de dessinatrices. Elle avait fait un album que je crois que vous connaissez, voici une dizaine d'années, voire plus, Le démon de midi, qui parlait du comportement de certains messieurs atteints de quarantaine. Cet album avait été adapté au théâtre et a fait plus de 2 ans, pratiquement 3 ans, salle pleine. Ça ne vous dit rien, ça Michel Bernier. Voilà. Et vraiment l'album, je crois là aussi assez croustillant. Elle renouvelle l'expérience en parlant des quinquas, ça s'appelle Le démon de l'après-midi. Et là, eh bien, arrivé à la soixantaine, le démon du soir, ou la ménopause héroïque. Alors, malgré, encore une fois, un titre qui peut désorienter, lisez cela, c'est un album qui fait un bien fou, c'est une ode à la vie, c'est vraiment... Non, t'es un mec. Non, oui, parce que alors, voilà, mais vous comprendrez pourquoi effectivement je suis si enthousiaste à Gus Campbell, parce qu'encore une fois c'est le reflet certainement de plein de choses, des choses qui ne sont pas forcément drôles ou je ne sais quel adjectif employé. En tout cas tout le contenu, toute la manière dont l'héroïne eh bien, essaye de se sortir de ce moment où elle va apprendre qu'elle a 3 petits boules au sein, que son mari, depuis qu'il est à la retraite, eh bien, faut le gérer comme un gamin parce que il fait plus grand chose, il s'ennuie, il n'est pas capable d'avoir un petit peu d'événements dans sa vie qui lui fassent oublier son boulot qu'il n'a plus. Il y a aussi eh bien, les enfants qui ont des petits-enfants, et bien la première des choses c'est d'aller remettre ces petits-enfants dans les mains des grands-parents pour pouvoir... Voilà, c'est plein de choses que l'on connaît au quotidien, racontées à la façon Sestac. Ben, je peux vous dire, lisez-le, et puis on en reparlera peut-être l'année prochaine. Voilà. Excellent album. En plus, Florence Sestac est une personne exceptionnelle. Pourquoi pas ne pas même l'avoir ici, qui sait. Oui, oui. Et puis, l'album qui a marqué l'année 2012 pour nous, les libraires spécialisés, nous avions notre prix début de semaine. On remettait également à Paris
eh bien, le prix à ce jeune auteur. C'est son premier album, il n'avait rien fait avant, il s'appelle Moreau, et il vient d'obtenir le prix du meilleur album de l'année par nous, les libraires spécialisés. Nous sommes à peu près une centaine de libraires spécialisés, voilà, où on se réunit pour des choses commerciales et surtout aussi des échanges aussi, comme on peut le faire ici. Et c'est cet album qui donc vient d'obtenir ce prix. Et là, cet album, ça reflète aussi complètement pour moi ce qu'est la BD. Bien sûr, elle est distractive. Bien sûr, il ne faut jamais oublier que la BD, pour moi aussi, ça restera toujours un peu cet objet de gamin qu'on pouvait lire quand on était plus jeune. Mais c'est aussi tellement autre chose, avec derrière des discours, des choses que l'on peut apprendre, des sujets sur lesquels on peut disserter ensemble. Et à travers cet événement complètement incroyable, il y a aussi plein de sujets sur lesquels on pourrait justement discuter. Parce que le sujet principal, c'est la bêtise, c'est la connerie humaine. Évidemment, cette connerie humaine, on la retrouve au XVIIIe siècle. Nous sommes en pleine guerre napoléonienne et sur un bateau dirigé par un capitaine invraisemblable, le petit Mousse a le tort de chanter une chanson en anglais. Et là, on est en pleine guerre, encore une fois, contre ces Anglais. Et ce capitaine dit, mais c'est pas possible qu'il chante anglais sur mon navire, qu'on le mette aux arrêts et qu'on le juge. Mais il s'avère que c'est un pauvre gamin qui a 12 ans et qui, pour se défendre, ne dit que la vérité. Il a été élevé par une mère anglaise et le chant qu'il entendait gamin, c'était le seul chant qu'il ait retenu, c'était celui-ci. Eh bien, on ne veut rien savoir, on va devoir lui exécuter la sentence, c'est de le faire la sentence de la planche et de le jeter à la pleine mer, c'est-à-dire qu'on tue un gamin de 12 ans. On est proche des côtes anglaises, et sur ce même bateau, il y a aussi un singe qui est un peu la mascotte et qui est habillé avec le tricorne français, le tricorne napoléonien, avec l'habit napoléonien également, et qui jouera un rôle par la suite. Et au moment où ce gamin va mourir, eh bien, le bateau heurte un récif et coule. Et les deux seuls survivants, eh bien, c'est ce gamin et ce singe. Manque de bol pour eux, on est près des côtes anglaises et ils vont échouer dans un village où nous allons retrouver la même connerie, évidemment, encore multipliée, et ces gens vont faire prisonnier le singe. Le gamin, lui, a réussi à s'échapper, et ces Anglais, qui ne parlent bien sûr pas un traître mot de français, prennent ce singe pour un soldat napoléonien, et vont bien sûr juger ce singe comme étant un sale français. D'ailleurs, on ne comprend pas le français, parce que, écoutez-le, quand il annonce deux, trois choses, on est incapable de comprendre. Bah, évidemment, c'est un singe. Eh bien, nous allons faire le procès de ce singe. Et ce singe va devoir être exécuté, être pendu haut et court sur la place du village, mais avant cela, eh bien, vous allez pouvoir assister au procès. Et là, tout ce que je vous ai raconté, c'est que le début, et vous allez voir un petit peu. Et ça, c'est tiré d'un fait soi-disant réel, puisque ce village de Hartlepool existe réellement en Angleterre, et qu'il semblerait qu'en plein milieu du village, il y ait la mascotte d'un singe qui soit représenté pendu et qui aurait donné un petit peu toute la consistance à cette fable, mi-fable, mi-voilà. Excellent. Alors on l'a à la bibliothèque et nous on l'avait mis dans le prix pour les ados. D'accord. Ah oui, et graphiquement, parce que là, je vous parle du récit, mais vous verrez aussi le dessin de ce jeune auteur qui est vraiment, voilà, premier album. Il n'avait rien fait auparavant et franchement, et Lupano qui est avec lui est un monsieur qui n'a pas forcément un des noms les plus connus dans le monde scénaristique, mais qui monte, et je vous avise de découvrir cet album. C'est pas du japonais, c'est du chinois, parce que là aussi, la BD, elle est pas que franco-belge, elle n'est pas que japonaise, elle est maintenant chinoise, elle peut être coréenne, c'est le manhwa. Et là, un grand monsieur, là aussi, il y a des gens, vous dites, même en Chine, eh bien, on peut avoir une culture, affection pour la BD et même franco-belge, puisqu'ils travaillent quand même un peu à la façon de nos dessinateurs plus proches de notre culture, et surtout un sujet, là aussi, moi que j'ai découvert, je connaissais la pratique des pieds bandés, cette tradition, cette culture barbare qui fait que des générations de gamines ont vu leurs pieds bandés. Mais savez-vous quelle était la moyenne de ces femmes qui avaient les pieds bandés?
Le pied, oui. La pointure. Voire, moi je dis dimension, parce que là on peut parler de dimension. 10 cm. Et Likounou, il a eu envie de raconter, lorsqu'il était gamin, les rapports qu'il a eus avec sa nounou. Ses parents étaient peu présents, et en fait, celle qui l'a élevé, c'est un peu sa nounou. Et ce qui l'avait frappé, c'est que justement, cette nounou était souvent un peu triste, elle souffrait également, et elle lui a raconté un petit peu aussi son histoire. Elle a été bandée à l'âge de 7 ans, et elle devait faire partie des cas les plus exceptionnels, parce que ses pieds faisaient 7 cm et demi. Hein. Donc tout le processus est montré à l'intérieur de cet album. Bien sûr, il n'y a pas que ça, il y a des rapports entre le gamin, la nounou, la vie dans la famille, etc. Mais c'est bien sûr quand même le sujet principal, et c'est un album fort, c'est un album qui vous prend un peu au trip aussi. Et Likounou nous a fait l'honneur de venir à la librairie à la sortie de l'album, et là aussi un auteur, c'est ça qui est génial aussi dans la BD, c'est de pouvoir aussi passer les frontières, comme vous le disiez tout à l'heure, voyager. Là, on ne fait pas que voyager, ils viennent aussi nous voir. Et ça, c'est un album, allez-y. Je crois que vous serez aussi surpris par celui-ci, hein. Les pieds bandés, c'est chez Canard. Un album magnifique qu'on a aussi à la bibliothèque. Qu'on a acheté chez toi. Allez, encore 2 et puis je vous laisse. Vous n'avez vendu que 2. Les 2 seuls de l'année qu'on a achetés, les voilà. Et alors on va changer et sauter un peu là aussi de continent, États-Unis. On a beaucoup parlé dans ce pays complètement dément, voici encore pas très longtemps de fusillades complètement invraisemblables, mais c'est aussi un pays qui a connu des serial killers complètement là aussi dramatiques. Et le dernier en date qui doit aller des années 90, en tout cas pas le dernier en date, mais le dernier qui a vraiment eu un écho dans la presse considérable, c'est un type qui a dû tuer une vingtaine de personnes. Non seulement il les a violés, tués, dépecés et bouffés. Hein, désolé, mais c'est pas du tout. C'est pas inventé, c'est la réalité. Il purge actuellement une peine de 978 ans de prison hein, aux États-Unis. Et lorsque cette histoire sort dans la presse, l'auteur, Dirf, excusez-moi pour mon accent pas très bon, est interpellé justement par les médias et il entend le nom de ce criminel, Dahmer. Mais il dit c'est pas possible. Et ce type, je le connais mais même bien, puisque j'ai passé pratiquement l'intégralité de ma scolarité avec lui, mes années de lycée, et ce type, on savait tous qu'il était complètement frappadingue, et il a eu envie de raconter un petit peu sa relation qu'il a eue avec ce type. Mais bien sûr, elle se stoppe, cette histoire se stoppe au moment où évidemment ce type est passé de l'autre côté et a commencé à tuer des victimes, donc vous ne verrez jamais de meurtre, vous ne verrez jamais de description dessinée de ces choses abominables, mais lui, ce qu'il a eu envie de raconter, de nous raconter, c'est ce relationnel, c'est ce moment où peut-être où on aurait pu éviter cette chose parce qu'on est capable de se rendre compte que quelque chose ne va pas dans la personnalité ou dans le comportement de certains, mais où finalement personne n'a rien fait. Et c'est tout ce récit qui raconte de façon extrêmement intelligente aussi, où le côté psychologique joue un rôle évidemment fort, et où on peut, pourquoi pas comprendre, mais s'apercevoir que certains sont capables de passer de l'autre côté, et encore une fois, aurait-on pu arrêter un petit peu cela? C'est aussi ce questionnement qui est posé ici, mais album assez saisissant. Alors graphiquement, là aussi, c'est ce que moi je me suis rendu compte, en tout cas pour ce qui me concerne, où la bande dessinée est aussi surprenante, c'est que quand j'ai ouvert l'album, graphiquement, franchement, oui, bon, je ne dirais pas qu'il y avait un côté esthétique qui pouvait m'interpeller, mais c'est aussi la puissance du récit, c'est que dès que vous rentrez dans cet album, vous avez envie de tourner les pages, vous avez envie de savoir, vous avez envie de rentrer aussi dans ce côté psychologique des personnages, et vous ne vous arrêtez pas, et surtout, vous vous dites, ah oui, d'accord, voilà, une BD américaine, une BD anglo-saxonne, on passe par tous les continents, on a mis Dahmer, chez un petit éditeur qui s'appelle Ça et Là, et qui fait un super boulot également. Puis le dernier,
Gros pavé, 500 pages, 5 années de travail de ces auteurs. C'est donc long pour sortir un album où des fois les auteurs ne sont même pas smicards pour pouvoir faire un album. C'est 5 ans de leur vie. Et quand on voit un boulot comme celui-ci, au départ on a peur parce qu'on se dit oh, gros pavé. Comme souvent on lit au lit, il faut mieux pas s'endormir dessus parce que s'il vous tombe sur le coin de la tête, effectivement ça fait un poids. Mais alors par contre, graphiquement, d'une lisibilité qui fait que là aussi vous démarrez l'album et je crois que vous pouvez tout lire d'un seul coup si vous avez un petit peu de temps. Et moi j'ai appris énormément de choses. Évidemment, vu le titre, ça parle d'Australie. Je présume que vous n'êtes pas tous ou toutes aussi ignares que moi je l'étais et que vous connaissez comment ce continent, comment l'Australie, historiquement, s'est peuplée. Non? Ça va, bon, ça va, je n'étais pas le seul, non? Il y avait les aborigènes, évidemment. Il y avait les Baléares, je pense, etc. Mais tous les pays faisaient ça, hein, au départ. Tous les pays, c'est vrai. Ils envoyaient tous les malfrats. Exactement. Mais particulièrement quand même en Australie, oui. Parce que ça a été la composante principale du peuple australien. Et en fait, on apprend un petit peu tout ça pour ceux en tout cas qui ne le savaient pas, et surtout de tous ces bagnards, femmes de mauvaise vie, qui étaient soit emprisonnés ou qui de toute manière n'avaient pas une vie très florissante, et à qui on dit, écoutez, plutôt que de faire de la tôle, on vous met sur des bateaux, un billet aller, pas de billet de retour, et voilà. Et là, c'est toute l'explication de ces 1500 personnes qui sont parties à bord de ces galions, à bord de ces bateaux, et qui vont arriver en Australie. Et puis là, l'histoire, je ne vous en raconte pas plus, parce qu'évidemment, il y a un côté historique, mais derrière aussi un sujet autre, un sujet aussi, évidemment, raconté avec une vraie histoire d'amour, etc., je ne dirai pas plus. Mais là, gros pavé qui se lit vraiment de façon remarquable, et moi qui a été l'un des albums qui m'a particulièrement surpris sur le début de l'année. Voilà. Puis pour enfants, et là vraiment je termine, ça c'est une petite perle, vraiment. C'est tout simple, c'est drôle, croustillant, ça va à l'essentiel, mais il ne faut pas le prendre comme... c'est vraiment l'album que vous pouvez mettre dans les mains d'enfants de 8 ans, 9 ans. Il y a des proutes, il y a des flatulences, il y a de temps en temps un petit gros mot, jamais vulgaire, jamais, mais encore une fois, c'est là toute la puissance de la bande dessinée lorsqu'elle est intelligente. Vous allez suivre un cirque qui a beaucoup de mal à vivre. Pourtant, la composante de ce cirque, tous les gens qui font les tours dans ce cirque, ils sont pourtant tous aussi invraisemblables les uns que les autres, mais difficiles. Le contexte est dur, et pourtant, il y a aussi un cas encore plus incroyable que les autres, c'est cette petite fille. Elle n'a même pas 10 ans, et pourtant, elle a un tour qu'elle n'a même pas appris, c'est qu'elle est née avec une barbe complètement incroyable. Voilà, elle est ici. Et sa barbe, elle ne voudrait pas se la couper parce que malgré qu'on ne reconnaisse même pas si c'est une petite fille d'un petit garçon et que tout le monde se moque d'elle, eh bien c'est sa vie. Et elle va faire une rencontre qui va, pourquoi pas sauver la vie économique de ce cirque, mais qui va aussi attirer la convoitise d'un président d'une multinationale complètement invraisemblable. Et c'est tout, eh bien cette histoire. Est-ce que ce cirque va être sauvé? Est-ce que cette petite fille va retrouver sa barbe? Est-ce que cette petite fille va pouvoir sauver cette grosse bébête qui s'appelle le chimichanga? Vous pourrez peut-être l'apprendre en lisant cet album. Voilà. Allez. Merci. Certains d'entre vous ont rencontré Serge Perrotin le 24 mai dernier. C'était une belle rencontre pour ceux qui étaient là. Je pense, c'était plutôt très sympathique. Voilà, donc Chabouté, on en a parlé tout à l'heure, pas une grosse surprise. L'écureuil du Veldiv aussi. Je peux vous dire un petit peu les impressions de certains sur un peu de bois et d'acier. On a mis très original et très agréable à lire. On ressent ce que vivent les personnages. BD très évocatrice, sans texte, mais tellement vrai. Génial, simple, puissant, rigolo, le temps qui passe, quoi. Sur l'écureuil du Veldiv, quelques petits commentaires. Belle harmonisation entre l'histoire du sport et l'histoire avec un grand H. C'est vrai. Une page d'histoire, l'histoire d'une vie. Un plaisir, j'ai adoré. Et puis au nom du fils, bien dessiné, bon scénario, on voyage au fil des pages. Merci.
c'est vrai que c'était ce démarche. Merci à vous.